Kilosa, Kilosa, Kilosa. Il est 9h et tous les samedis, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de le répéter, mais parfois il le faut pour que chacun puisse se mettre à jour son réveil intérieur. Et comme ça, donc tous les samedis à partir de 9h, nous sommes ensemble pour le meilleur de la littérature. C'est sur Océan FM, c'est Kilosa. Radio Océan 88.6. Kilosa de la littérature dans ce monde de fioriture, Kilosa un peu de plaisir et de bonheur dans ce monde qui parfois a un visage déconfit. Kilosa tous les samedis afin de donner le pouvoir aux mots et afin de faire donc des livres et surtout de la littérature un monde de bonheur que l'on se partage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et les autres, bien sûr, ceux dont on ne connaît pas encore le sexe, le mariage pour tous obligeant, à vous tous, je transmets mes joyeuses salutations. Kilosa ici sur cette émission, dans cette arène de champions, vous le savez, devant la fioriture qui gagne, ce monde, nous cherchons ce qu'il y a de volcanique en nous, ce qu'il y a de meilleur surtout, afin de le cracher à la face de l'horrible visage congelé des confits carbone avec un cynisme et une fatuité déconcertante. Notre époque défigurée. Sur Kilosa tous les samedis, ce que nous faisons, c'est de donner le pouvoir aux mots, parce que les mots ont ce pouvoir de transmettre le poids du deuil en grâce. Donner aux mots une place prééminente et la résonance des syllabes et des consonnes, des voyelles et du rythme verbal réveillera toujours le silence de la terre et des consciences. Et celui surtout plus inexorable encore de la mort de l'âme qui semble engloutir avec elle notre morale et notre humanité. Les mots sont après tout notre canal humain, de connaître et de reconnaître. Radio Océan vous souhaite une bonne journée à l'écoute de ses programmes. Vous aimez la littérature, vous aimez les lettres et les mots, vous voulez vous mettre au défi du tautogramme à la verlangue, du quiz à la lexicologie. Retrouvez-moi tous les samedis de 9h à 10h. Je suis Askanda Bachabi et l'émission c'est Kilosa. Kilosa, Kilosa. Et
Et oui, Kilosa, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 minutes. Bienvenue encore une fois dans mon univers à moi, un univers de lettres et de pensées, de mots et d'expressions, de blagues et de calembours. Ici, c'est un nid tissé d'écriture et de lecture. Ici, entre ciel et terre, je vous propose chaque samedi une balade de vertu. Balade au cours de laquelle nous nous nourrissons de pages savoureuses de livres aux couleurs de cacao et nous nous abreuvons souvent à la source des mots, des lettres, des auteurs en passant par des figures de style et les merveilles propres à la langue de Molière et de Shakespeare, soit dit en passant. L'espace d'une chanson, comme nous le faisons ainsi, je vous retrouve amis champions et je vous invite ainsi à découvrir le plat du jour. Et le plat de ce jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il sera assez croustillant. Je vous propose, vous qui êtes en train pour le moment de vous réveiller, je vous propose de faire très vite afin d'être tout à fait réveillé parce que dans un instant, nous allons monter sans façon sur les ailes de Kilosa et à partir de ce moment, les airs seront à nous. Et quand les airs sont à nous, c'est Carpe Diem, à Dieu ne plaise. Nous chantons la rengaine Hakuna Matata et à partir de ce moment, rien ne peut plus nous arrêter. Notre destination ultime est bien donc le savoir, la connaissance, l'imaginaire, le partage et le bonheur d'ouvrir un livre. Et ce jour, nous allons ouvrir un livre de manière très grande. Nous allons ouvrir le livre à la façon recommandée par Jérôme Carlos. Le livre se meurt. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement béninois, c'est un phénomène universel. Parce que le livre, partout aujourd'hui, est frappé par un sévère désintérêt. Ceci de la part de la jeune génération. Moi, j'appartiens à une génération de lecteurs. On lit. Et je passe ma vie à lire. Ne pas lire, pour moi, c'est me condamner à mort. Ce n'est pas le cas de mes enfants. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent plus. Jérôme Carlos, journaliste, écrivain. Le diagnostic est fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et le livre dont nous allons parler aujourd'hui a été lu par Jérôme Carlos. Et comme il le disait, Jérôme Carlos, les enfants ne lisent plus. Mais cette fois, nous allons faire, une certaine forme de route à l'envers. Nous allons essayer de faire lire les parents afin que des parents le savoir, afin que des parents ce qu'il faut se fasse en retour vers les enfants. Mais ce livre, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, le livre dont j'ai l'auteur en studio avec moi. Vous avez compris pourquoi je vous demandais d'être bien réveillés pour ceux qui ont une envie de faire de la vous savez ce que je vous dis tous les samedis, quand vous restez au lit comme ça, à ne pas vouloir vous réveiller et à vouloir passer la grasse matinée, vous vous rappelez le mot non, oui, non? En tout cas, si vous êtes dans votre couette, restez-y. En chaleur, si vous voulez, c'est selon. Restez-y. Je reçois dans ce studio l'auteur du livre dont on a parlé. On a longtemps parlé sur cette émission. Le livre dont beaucoup m'ont demandé de leur trouver un exemplaire, c'est déjà fait. Vous appelez au cours de cette émission du côté du 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 ou du côté du 21 33 84 19. Et je vous fais le bonheur de vous offrir ce livre. Ce livre, a été aussi vu par le regretté Jean Plia. C'est vous dire que aujourd'hui nous allons parler d'un livre phénoménal. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Star. Et le moment propice, le moment que j'ai choisi ne pouvait pas être mieux choisi. Nous sommes en vacances, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et quand on dit vacances pour les enfants, c'est joie, c'est le cœur qui s'ouvre à la joie parce qu'il y a dans l'air des amusements, il y a dans l'air le soleil de la plage, il y a les voyages. Mais quand on dit vacances aussi pour les parents, c'est de l'angoisse, un gros caillou comme ça qui serre le cœur parce que les vacances, c'est les moments de tous les dangers. Ce livre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pourrait être pour vous un compagnon de route de vacances, pour vous éviter le pire. On a assez tourné autour. Je vous laisse découvrir. J'ai en studio avec moi Monsieur Aubin Toanou, Aubin R. Toanou. Il est l'auteur du livre Lettre à ma fille. Et si vous ne connaissez pas ce livre, c'est que vous écoutez l'émission pour la première fois. Je vous parlais de ce livre écrit par un père à sa fille, de ce livre qui traite des problèmes que rencontrent tous les pères
quand il s'agit bien sûr de pouvoir orienter leurs filles vers la bonne voie, la voie qui puisse leur permettre à la fois d'être femmes, à la fois d'être citoyennes modèles. Et un livre qui retrace dans une certaine mesure, si vous voulez, le cheminement à suivre et le cheminement que beaucoup de parents recherchent. Quoique, connaissant bien ce cheminement, c'est difficile parfois de se retrouver devant son enfant et de parler de certaines choses. Ce livre vous donne la voie, ce livre vous trace la voie. Un livre écrit pour apporter à l'adolescence en particulier des informations lui permettant de devenir adulte en toute sérénité et responsabilité. J'ai bien dit adolescence. C'est écrit lettre à ma fille, mais ce livre, quand vous l'aurez lu, vous comprendrez qu'il peut bien s'adresser aussi aux garçons. Vous n'arriverez pas à parler à votre fille après avoir lu ce livre. Vous n'arriverez pas à lui parler autrement que de la bonne manière. Et si vous voulez offrir ce livre à votre fille, si vous êtes assez timide pour lui parler, ce livre vous remplace valablement. C'est le moment que j'adore, le moment où vous vous dites mais qu'est-ce qu'il attend pour nous présenter l'auteur, pour lui ouvrir le micro. Et moi je vous mets sur des charbons comme ça. Dans un instant donc on va discuter avec Monsieur Towanou de son ouvrage, pourquoi il a écrit ce livre. Bien que ce soit dans l'ouvrage, il va nous le dire de sa propre voix. Il va nous donner des pistes de lecture de cet ouvrage, bien qu'il se laisse lire seul. Il va nous parler de cet amour fou du père pour sa fille et des enseignements qu'il développe dans son ouvrage, notamment le grand amour paternel pour l'adolescente ou l'ado en français concis, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine ou féminine, ici en lettres, dans cet ouvrage, un respect, une dignité humaine qui s'écrit sans sombrer dans la vulgarité, toucher à l'intime féminine de l'ado, l'intimité féminine de l'ado. Ce livre qui parle du devoir de générosité et d'accueil de l'autre. Et surtout ce livre qui parle dans une certaine mesure, j'irai peut-être trop loin et l'auteur essaiera donc de me contredire ou de me recadrer. Ce livre qui plaira assez aussi aux féministes de tous bords. Il place ce livre, la femme, au centre des intérêts de nos sociétés. Je dis nos sociétés parce que ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a plusieurs sociétés africaines et même dans un même pays, il y a plusieurs sociétés en partant d'une région à une autre. Ce livre donc ouvre la voie à plusieurs questionnements. Et voilà, et donc je vais lui dire bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Askanda Bakad. Oui, je suis à l'aise pour parler de votre ouvrage parce que quand même j'ai mis 2 mois à en parler petitement sur cette émission. Bienvenue donc dans ce studio et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt, merci. Voilà. Alors pour vous présenter, je l'avais déjà fait, mais on dit souvent que la répétition est pédagogique. Vous êtes ancien directeur de publication du quotidien privé Le Matinal. Vous avez fait vos armes au journal de service public La Nation après des études supérieures en sciences économiques. Précédemment membre de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, vous avez créé en mars 2013 le quotidien thématique Les Marchés. Vous êtes auteur de plusieurs manuscrits. Vous avez publié d'ailleurs l'année dernière en 2014 un premier essai intitulé Quand la médecine tue impunément. Puis donc en septembre 2014 votre premier roman Oser escroquer et devenir. Et aujourd'hui, vous avez écrit Lettre à ma fille. Présentez-vous, vous aussi, après cette présentation de ma part, qui est un peu plus, juste officielle. Présentez-vous. Non, monsieur Bachabi, vous avez suffisamment dit sur moi et je ne crois pas que ça ne nécessaire de continuer par dire que j'ai été
quelque part votre, je ne dirais pas patron, mais... Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Vous avez été mon patron au quotidien, le matinal. Alors, vous étiez le directeur, justement, on l'a dit, de publication, alors que j'occupais donc le poste de chef du desk politique. Et nous avons travaillé ensemble, nous avons passé de très bons moments. Et très bon moment. Moi, je dirais plutôt que j'ai été agréablement satisfait de votre rendement en ce moment-là. Et vous le savez, oui, puisque jusqu'à preuve du contraire, vous faites partie des rares personnes avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Exactement. Mais merci surtout pour ces moments que nous avons passés ensemble. On ne va pas évoluer sans que je ne remercie l'équipe de Océan FM. Oui. Et je vous admire pour ce que vous faites dans mon dos. Voilà, dans votre dos, puisque vous nous avez quittés en cours de chemin. Voilà. Alors, monsieur Toanou, et là je suis à l'aise pour le dire, quand on lit votre ouvrage, on sent une certaine ouverture de cœur. Et quand j'ai lu l'ouvrage, je vous ai reconnu dedans parce que je sais que vous avez une certaine rigueur dans la recherche de la vérité. Et Lettre à ma fille, c'est comme une vérité de tous les pères, écrit par un père pour toutes les filles du monde. Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre? Bon, permettez, avant de répondre à votre question, oui, de commencer par remercier le doyen Carlos, oui, Jérôme Carlos, journaliste, écrivain, et le professeur Paulin Routondi, qui a apprécié l'ouvrage, et le professeur Jean Pléa de regretter mémoire, oui, mon père à son âme, oui, qui a également travaillé avec moi sur cet ouvrage, oui, et sans oublier enfin, sinon c'est lui qui a préfacé l'ouvrage, le père Raymond Bernard Goudjo, recteur du grand séminaire de Tchambédi. Voilà, il a fait également un très bon accompagnement dans le travail préliminaire qui a abouti à cette publication. Alors donc, vous dites que c'est à cœur ouvert que Oui, parce que quand on lit l'ouvrage, déjà même dès les premières pages, on sent une certaine volonté de votre part de dire ce que j'écris ici, ce que vous allez lire vient de mon cœur. Oui, oui. Je vais vous faire peut-être je vais vous présenter une petite histoire, raconter une petite histoire. Allez-y. Alors, nous étions le 8 mars 2001. Naissait ma fille aînée, Audrey. Alors, après sa naissance, j'étais à l'époque directeur régional du quotidien Le Matinal à Boécon. Donc, je devais prendre un congé de quelques jours pour descendre à Cotonou, puisqu'elle était née à Cotonou. Okay. Alors, je suis arrivé à Cotonou donc le 9 mars 2001. Et au cours de ce premier contact avec ma fille, je l'avais entre mes mains et je me suis dit, mon premier enfant, c'est une fille. D'ici 14-15 ans, elle sera une fille plus comme une petite fille qui se retrouve là le 9 mars entre mes mains. Alors, je me dis, voilà une responsabilité qui m'incombe immédiatement. Parce que dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de filles, je dirais, que ce soit dans ma famille comme ailleurs dans le quartier, et j'ai vu ce qui s'est passé. Plusieurs d'entre elles n'ont pas pu passer une certaine étape de leur vie sainement. Et la responsabilité m'est venue tout de suite. J'ai dit, là, d'ici 14 ans, 15 ans, il faut que je réagisse d'une certaine manière. Et l'idée m'est venue à cet instant-là de lui écrire alors une lettre quand elle aura entre 14 et 15 ans pour l'accompagner. Et donc, pendant 14 ans, je dirais que j'ai écrit ce livre-là dans ma tête. Exactement. Et en novembre 2014, il m'a plu d'attaquer le clavier pour écrire ce qui était dans ma tête
ce que j'écrivais dans ma tête depuis 14 ans. Ce que vous avez mûri depuis... Et en une semaine, Jérôme Carlos était très surpris, il a dit, c'est vrai que c'est fait en une semaine. Il a dit oui, en une semaine, puisque je l'ai écrit pendant 14 ans dans ma tête, en une semaine, je l'ai mis sur papier. Voilà. Et donc, c'est l'histoire qui montre le point de départ de l'idée d'écrire un tel ouvrage. Alors, quand je l'écrivais, vous parlez un peu de sentiments là, quand j'écrivais, pour moi, c'était l'amour paternel, la protection de son enfant qui a commencé par évoluer d'une certaine manière sur le plan morphologique. Alors, je voyais ça venir, j'ai dit, ah là, la responsabilité que je me suis donnée depuis 14 ans, c'est le moment ou jamais de l'assumer. Et voilà comment le livre est né. Et justement, dans l'avant-propos de votre ouvrage, vous dites ce livre est le résultat, je vous cite, ce livre est le résultat de la réflexion que j'ai menée en vue d'informer, d'éduquer ou tout simplement d'instruire ma fille, très chère fille, que j'aime d'un amour fou. Il ne s'agissait pas d'un amour ordinaire. Il est question ici de ce qu'un père ressent de très profond pour sa fille alors qu'il la voit grandir pour devenir une femme au vrai sens du mot. Ce sentiment peut se confondre dans une certaine mesure à celui qu'on éprouve lorsqu'on tombe ordinairement amoureux. Mais il ne saurait se manifester ici de la même manière car lorsque vous êtes animé par cet amour, il aiguise votre sens de protection au point de vous perturber, voire vous amener à faire l'impossible. J'aimerais dire, vous avez fait justement préfacer tout cet ouvrage par... je vais dire un homme du clergé, un homme de l'église, le recteur du grand séminaire de Tchanvidi, Raymond Bernard Goudjo. Et quand vous parlez, donc, je vais aborder le côté amour paternel dans ce sens. Vous, cet amour qui vous a amené pendant 14 ans à réfléchir à comment faire les premiers pas de votre fille dans le monde, disons, dans la sphère publique, la plus dangereusement mortelle qui puisse attendre une fille, justement, effectivement. Alors, cet amour, le père Goudjo dit à propos, ici, donc, il s'agit le grand amour parental pour l'adolescente ou l'ado en français concis, le respect de sa dignité humaine et féminine. Ici, la lettre osera sans sombrer dans la vulgarité toucher à l'intimité féminine de l'ado. Alors, pour dire, vous avez abordé presque tous les contours possibles qu'on puisse aborder parlant d'une fille qui va devenir femme. Et vous abordez même le côté intimité. Vous, une question peut-être, Cole, vous pensez, vous, que vous étiez mieux placé pour aborder surtout cet aspect? Est-ce que vous pensez que tous les pères, à un moment donné ou à un autre, comprennent donc... cet autre côté de la femme? Parce qu'on va lire quelques extraits de votre lettre. Oui, en fait, tout dépend du parcours et tout dépend de qui on a rencontré, de quel sujet on a abordé, du background, comme on dit. Bon, c'est vrai, avec un bac D, vous comprenez qu'en SVT, je n'étais pas nul. Alors, donc, j'avais déjà ce prérequis et je ne me suis pas enfermé sur mes connaissances scolaires pour écrire et mettre dans la rue. J'ai dû recourir à des spécialistes. Vous avez constaté que c'est fait sous la direction du docteur Benito Santos, qui est gynécologue justement, donc spécialiste de la question. Et donc, je me suis dit, une fille à 14 ans, vers 15 ans, et à qui on veut parler de ces sujets, et alors il y a déjà des choses qu'elle a pu constater avant cette date-là. Alors donc, le livre a commencé par aborder le sujet autour de 11 ans. Autour de 11 ans, vous allez constater en tant que fille que votre morphologie a commencé par changer. Vous avez eu, vous aurez constaté que vous connaissez la menstruation qui est un phénomène naturel qui intervient chez toutes les femmes en bonne santé. Alors, donc, je rappelle ce passage qui est déjà antérieur à 14 ans. Et je lui dis ce que signifie cette étape
de chaque étape de ce qu'elle a déjà constaté et qu'est-ce qu'elle est devenue en tant que fille et pubette, quel risque elle peut prendre en se comportant de telle manière ou de telle autre. Et désormais maintenant, à 14 ans, à partir de là, ce qu'il faut faire pour mieux affronter, pas affronter en termes d'affront pour affront, Oui, mais voilà. pour faire face aux difficultés et faire face pas forcément difficultés, mais aux réalités qui s'imposent à elle dans sa condition de fille, dans sa condition de future femme. Et dans sa condition de future mère, et quand elle sera femme à part entière, les réalités qui seront les siennes et comment elle va réagir, et une fois maman, comment elle doit réagir. Et comme autour de 14-15 ans, on est en classe de 4e ou 3e. Oui. J'ai profité de l'occasion pour mettre un grand 2. Je ne sais pas si vous avez je sais que vous êtes un grand lecteur, vous avez vu. Exactement. Donc, cette deuxième partie, c'est un peu de polémique, bien entendu, sur les grands sujets qui sont abordés en classe. Voilà, j'allais y arriver. Ce qui fait vraiment, je veux dire, la force et surtout tout l'intérêt de votre ouvrage, Monsieur Toranou, c'est que votre ouvrage peut se lire seul par un père qui veut affronter, pas bien sûr dans l'adversité, mais qui veut parler à sa fille. Votre ouvrage peut être lu par une fille qui s'est acheté votre ouvrage et qui s'enferme chaque jour pour lire, pour comprendre ce qui l'attend, parce que vous avez abordé toutes les étapes possibles, et bien qu'une fille peut rencontrer dans son développement à la fois personnel, intellectuel, moral. Et votre livre peut être lu en famille. On peut mettre, papa, maman et les enfants, et on lit l'ouvrage. Alors, vous dites justement, ma chère fille, c'est utile d'ajouter ici une chose importante, à mon sens. Chaque fois que tu recevras des compliments de la part d'un homme, sois-en fier. Lorsque tu te retrouves dans les qualificatifs sur celui-ci t'adresse, tu peux avoir une certaine prestance. Quand un homme te dit, vous êtes belle, souris fièrement, car tu peux me croire, tu as vraiment du charme. Mais surtout, ne te fais aucune illusion, car généralement, c'est de cette manière que ce même homme interviendra devant une femme qui est bien loin de ta beauté, parce que c'est l'approche habituelle qu'adoptent les hommes face à toutes les créatures qu'ils comptent jeter dans leur gibecière. Mon plus grand souhait est que tu ne sois le gibier de qui que ce soit, fût-il chasseur chevronné. Lutte de toutes tes forces, ma chérie, pour ne pas devenir la proie facile que l'on exhibe tel le trophée d'une partie de chasse, soit plutôt le trophée de toute une vie. Et justement, à ce propos, quand vous parlez, quand on lit et on comprend que certainement le père Goujo vous aura influencé, quand vous parlez de cet aspect de l'intimité entre hommes et femmes, vous mettez une place de choix au mariage. Vous accordez au mariage une place de choix. Vous dites, je te recommande vivement l'abstinence. Tu ne peux t'imaginer la noblesse qui réside dans le fait d'offrir son hymen à l'homme que l'on aime au vrai sens du mot. Cet homme que l'on a choisi pour être le père de ses enfants. Alors, j'aimerais vous demander, vous avez été réaliste est-ce que vous dites, vous êtes réaliste ou vous dites, il faut amener les gens à être des idéaux, des modèles, parce que certains pourraient se dire d'office, bon, je ne fais pas partie de cette catégorie, j'ai déjà perdu toute dignité. Est-ce que ce livre est pour moi? Non, le livre aborde beaucoup d'autres sujets. Bien sûr. En dehors de on va y arriver. Oui, vous avez parlé par exemple de... Mais là, en termes de sexualité, et vous savez, un éducateur ne peut qu'avoir cette approche. On le dit, voici la vertu. Mais la vertu, tout le monde ne peut pas se vanter d'être vertueux. Mais si ce n'était pas le cas, voici encore d'autres possibilités que la société, la science et les réalités du monde t'offrent.
Voilà comment la démarche est suivie en fait. Bon, influence du père Goudjo, je dirais que peut-être influence de mon éducation de base. Voilà. Donc, vous l'avez dit. Alors, ça, c'est le côté... en fait, j'aborde ce côté parce que... comme je le disais, nous sommes en vacances et je voudrais franchement offrir cet ouvrage à toutes les filles, si j'avais la possibilité, toutes les filles possibles, afin qu'elles lisent cet ouvrage pendant ces vacances. Vous dites, parce qu'il y a plein d'enseignements moraux, c'est-à-dire vous donner des pistes justement. Et il faut savoir que la plupart, on dit, Socrate a dit, nul n'est méchant volontairement. La plupart des filles qui justement tombent dans ces travers, c'est pas manque de pistes, d'informations, pas manque de personnes qui puissent leur donner un encadrement. Et ce livre, je vous assure, amis auditeurs et surtout amis auditrices, ce livre, il est en ce point franchement révélateur de ce que vous pouvez savoir du monde qui vous entoure. Vous dites, à toute fin utile, retiens ce développement. Il s'agit de ce qui convient de désigner par calcul de cycle. Pour dire, votre livre aborde aussi, c'est-à-dire même ce qu'il faut pour une fille afin de se prévenir des dangers qu'elle encourt. Et vous dites surtout la partie qui m'a le plus touché. Vous dites, tu me disais d'ailleurs dans ta dernière lettre que tu as aimé l'un des poèmes de mon premier roman au point de vouloir en faire une chanson à l'avenir. Je t'en fais ici une copie. Je te souhaite une agréable lecture, une bonne chanson si tu en as déjà la mélodie. Et ce poème, c'est: la jeune fille tout embellie, telle une fleur épanouie, subira le cours du temps comme des fleurs un beau matin. Pêle-mêle dans un jardin, donne enfin leur aspect le plus éclatant. Cette forme qui attire tous les regards, cette posture qui tente à tous égards. Mais ces fleurs vont se faner avec le temps pour donner des corps anodins qui tombent et salissent le jardin. Le jardinier s'en servira entre-temps. À bon entendeur, salut. Je crois que c'est profond, très profond. Et vous dites, ma chère fille, la chose la plus importante à savoir est comment assumer ton statut de femme engagée aux côtés d'un homme avant et surtout dans le mariage. Alors, vous avez abordé aussi, donc, et ça va être le second aspect que nous aborderons, vous avez abordé donc le statut de la femme dans notre société. Mais on a l'impression que pour vous, et là, je reviens toujours à mes questions, on a l'impression que pour vous, ce statut surtout doit s'affirmer aussi dans le mariage. Vous accordez une place tellement importante au mariage. Pourquoi? Oui, le mariage. Il se peut que votre fille n'ait pas envie de se marier. Oui, ça n'exclut pas que moi je lui dise que dans la société, la meilleure façon de s'épanouir, à mon sens, est au centre des premiers qui nous ont enseigné comment aborder la société, c'est se marier, c'est faire des enfants pour la progéniture, pour s'il n'y avait pas un mariage et le désir ou le plaisir d'avoir des enfants, elle-même ne serait pas là. Donc le mariage, à mon sens, est essentiel parce que un enfant qui naît dans un mariage, au sein d'un foyer, qui grandit et qui s'épanouit au sein d'un foyer, généralement, quand je vois un enfant de cette catégorie-là, en le comparant à un autre qui est né d'une union cassée, je ne crois pas que ce soit toujours les mêmes réactions. Je ne crois pas que ce soit toujours la même éducation. Je ne crois pas que ce soit toujours le même comportement dans la société. Bon, on me dira, c'est la fin qui justifie les moyens. On peut naître dans un foyer le plus calamiteux possible et grandir sainement. Ce n'est pas impossible, mais je crois que la norme, à mon sens, c'est que quand on évolue dans un foyer uni, dans un foyer fondé sur la base du mariage et de l'amour sincère, on a des enfants épanouis, on a des enfants qui ont moins de difficultés à aborder
les réalités de la société. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre le mariage je vais peut-être vous révéler quelque chose. Oui. Même là, Oui. le feu Jean Plia Oui. trouve que ce n'est pas suffisamment dit dans ce livre. Oui. Et je lui ai dit, si on le dit plus, on risque de gêner certaines susceptibilité. Voilà. Et justement, je ne le dirai jamais assez. Peut-être là, entre la passion de Askanda, je le dirai jamais assez. Votre livre est complet. Lettre à ma fille, franchement, parce que dans une certaine partie, notamment dans la partie 2, vous confrontez vos idées à celles de votre fille. On sent là qu'à ce niveau, il y a justement un petit clash. Et ce clash est assez intéressant parce que vous discutez de la parité homme-femme, notamment dans l'administration publique, notamment même aussi au niveau du foyer. Vous parlez des vidomégon où vos points de vue ne sont forcément pas... Elle a un point de vue assez élevé, disons assez non réaliste, pendant que vous essayez surtout d'avoir les pieds sur terre. On sent le papa là. Alors, question homme-femme, parité dans l'administration. Moi, je connais votre position parce que du temps de notre collaboration au journal Le Matinal, on en a beaucoup discuté. Mais justement, comment vous en êtes-vous pris? Enfin, je veux savoir, je veux que les auditeurs aussi sachent cette position que vous avez adoptée. Pourquoi vous l'avez adoptée jusqu'au bout? Et pour celui qui lit cette partie notamment, qu'est-ce qu'il faut que les femmes comprennent? Parce qu'effectivement, dans notre administration, les femmes, elles sont la proie de toutes de tous les chasseurs possibles. Les chasseurs invétérés, les chasseurs timides, les chasseurs embusqués, les chasseurs non dévoilés, bref. Et vous dites, tu as raison, ma chérie. Nous sommes dans une société moderne et les femmes représentent plus de 50% de la population béninoise. Ainsi, l'idéal aurait été que les femmes soient au moins à cette proportion au sein des organes publics de décision. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai rêvé de vivre dans une société égalitaire. Mais depuis que mon parcours professionnel m'a fait vivre de près certaines réalités, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je vous écoute, Monsieur Toan. Oui, Askanda. En fait, pour moi, on ne peut pas parler de parité tel que les féministes en parlent. Moi, je n'ai jamais partagé ce point de vue-là. Par exemple, on dit il y a 50% de femmes dans la population béninoise, donc il en faut autant, au point d'amener le président de la République à prendre des engagements qu'il ne peut pas tenir. En fait, si nous prenons l'administration pure, sinon la société tout simplement, pour moi, c'est la saine émulation, c'est la compétition tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Quand nous étions à l'école, il y avait des filles qui avaient à des moments de meilleurs résultats que nous. Oui. Donc, je ne vois pas, si elles gardent si par exemple les femmes, sachant qu'elles sont autant en proportion importante dans la population, travaillent dans ce sens, c'est normal qu'on les retrouve alors dans la même proportion partout. Et si on prend les partis politiques, quand vous allez dans les partis politiques, combien de femmes militent et comment? Comment voulez-vous qu'on ne veille pas à constituer un gouvernement et qu'on dise, on doit avoir telle proportion et chercher à coup sûr et trouver? Non, ce n'est pas dans les partis politiques, il y a le militantisme et il y a la compétence. Donc, il y a les militants qu'on connaît, à qui on doit retourner la manivelle. Celles-là, on les nomme quoi que ça coûte. Okay. Maintenant, les femmes qui sont compétentes, qu'on connaît bien dans leur domaine, on les nomme et on continue. C'est la seule émulation. On ne peut pas dire il faut prendre tel nombre. Dès qu'on dit ça, on biaise. La preuve est que, moi, je me souviens, je sais que vous savez ça, et on en a parlé souvent, les hommes du gouvernement du général Mathieu Kérékou, où quand on veut former le gouvernement, il demande aux partis politiques de donner
des noms. Des noms, oui. Il lui est arrivé d'avoir que des noms de Kérékou ne formait pas de gouvernement. Il formait toujours des gouvernements en tenant compte des propositions des partis politiques. Ouais. Et là, il y a des partis politiques. Aucun parti, il est arrivé qu'aucun parti politique ne propose de femmes. Et il est arrivé même qu'on demande à un parti politique de trouver une femme pour remplacer tel homme. Et heureusement, en ce moment-là, il y avait dans ce parti politique, l'homme en question, c'est son épouse qui est également la femme proposée parce que son épouse avait le niveau et avait la compétence et dans le même domaine. C'était un couple de professionnels de la santé. Oui. Bref, on a eu cette situation. C'est un exemple partant. Comme je donne mon propre exemple où je dis quelque part, c'est même rapporté dans le livre, oui. Où le premier poste que j'ai perdu dans ma vie, dans mon parcours professionnel, était gagné par une femme. Oui. Et cette femme ne l'a pas gagné pas parce qu'elle était plus compétente que moi, mais tout simplement parce qu'elle était femme. Oui. Et pas parce qu'elle était femme. Je ne veux pas aller dans les détails. Oui, vous comprenez un peu. Exactement. Donc, voilà. Oui. Donc, ça veut dire que même la condition de femme est un atout, quelquefois. Oui. Donc, ne restons pas à vouloir la parité pour la parité. Oui. Non. La lutte pour la parité, c'est une lutte pour la formation, c'est une lutte pour la compétition et non une lutte pour légiférer. La preuve, la seule loi sur la parité qui a été proposée à l'Assemblée nationale jusque-là, c'est un homme qui l'a proposé et je crois que ça a été rejeté tout simplement. Ça n'a pas été voté. Oui, bien sûr. Ah. Et alors, donc, pour résumer, vous dites, et là, vous avez votre un point de vue qui englobe tout. Vous dites, ma fille bien-aimée retient toujours que l'homme et la femme doivent se compléter. Je ne voudrais pas insister ici sur le fait que les moyens individuels dont ils disposent doivent être mutualisés pour assurer l'épanouissement du foyer qu'ils sont appelés à bâtir. Mais il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Et dans la partie, justement, effectivement, ce livre est assez intéressant parce qu'il aborde, partant de tout ce qui peut intéresser une fille. Vous parlez aussi de l'Afrique, vous parlez du développement de l'Afrique. Donc, et ça, vous partez donc de la question de l'administration que vous venez de développer, la question de la parité. Et vous dites, tout simplement, j'ai souvent rapporté que le premier poste, c'est pour lire et vous complétez. J'ai souvent rapporté que le premier poste que j'ai perdu dans ma vie a été remporté par une femme et tout simplement parce qu'elle était une femme et moi un homme. Ce détail pourrait te dire que même les femmes sont parfois privilégiées dans la société que les hommes. Et vous dites alors, bats-toi et force-toi d'être parmi les meilleurs et la nature se chargera du reste. Et vous lui dites, rêve, il faut rêver. Et oui, et il faut rêver en essayant à la suite donc de concrétiser ses rêves. Et vous abordez aussi cet ouvrage assez intéressant. Je sais que cette partie sera pas lue par tout le monde parce que, beaucoup ne s'intéressent pas trop. Vous abordez aussi, au-delà du Bénin, la question du développement de l'Afrique. Et vous abordez là, en quelque sorte, si vous voulez, je n'aime pas dire ça ainsi, mais pour que les auditeurs puissent comprendre, pour qu'on y aille terre à terre, vous abordez la question blanc-noir, colonisation, esclavage et tout ça. Et sur ce point, vous n'avez pas pris position. Oui, mais j'ai dit les choses telles qu'elles se sont passées. Oui. Depuis moi, je me dis, est-ce que c'est pas parce que votre fille est en Europe que vous ne voulez pas biaiser son point de vue que vous n'avez pas pris position? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'accord. Non, il faut que les auditeurs sachent. Oui, je sais. Ok. Et parce que vous dites à la suite de l'esclavage et sans être consultés, les Africains ont été emballés dans la colonisation. On n'aurait pas pu les consulter. Et je sais que vous avez votre point de vue, mais vous ne l'avez pas dit. Et vous dites, il est inutile de se donner faussement bonne conscience. Ce jeu-là aussi nous a bel et bien échappé. Pendant cette période de l'histoire, l'Afrique a alimenté l'industrialisation occidentale en pleine expansion par ses matières premières. Elle est alors condamnée à consommer les produits issus de cette industrie occidentale.
Et vous dites, ma fille, je sais que tu savais suivre l'actualité, à la radio comme à la télévision depuis que tu étais à l'école primaire. Donc, tu n'es pas limité aujourd'hui pour suivre l'actualité dans le monde. As-tu l'impression que l'Afrique, et c'est pourquoi je dis vous n'avez pas pris position, vous renvoyez la balle. As-tu l'impression que l'Afrique, comme les autres parties du monde qu'on a voulu maintenir sous domination, jouit des mêmes prérogatives que celles que ceux qui bénéficient véritablement de l'autodétermination? Vous avez mis un point d'interrogation. Vous parlez donc, et là je vous demande, vous dites que vous parlez à une fille de 14 ans. Vous estimez et vous pensez, vous, qu'à cette étape-là, il faut lui parler des sujets aussi importants que l'Afrique, le monde et tout. On sent, vous l'appelez à rêver grand, mais ici, pour des lecteurs béninois, vous pensez... allez-y. Oui. En fait, j'ai parcouru le programme de la classe de 3e. Ah, d'accord. Actuellement, là. Sous l'approche par compétence. Alors, quand j'ai vu les SA, je ne définis pas SA, parce que ce n'est pas trop mon monde. Alors, donc, quand j'ai parcouru les SA que j'ai vus dans le programme, je me suis dit, ah bon. Alors, ces élèves-là sont déjà à ce niveau d'analyse parce qu'on a abordé ces sujets-là exactement, le développement de l'Afrique et même la dernière preuve d'histoire au BPC. Oui. Ça n'en parlait que de la CEDEAO. Et la CEDEAO, on parle de comment ces pays-là vont se mettre ensemble quels sont les atouts de développement au niveau des pays de la CEDEAO, vous voyez un peu. Donc, c'est des sujets qui sont abordés dans le programme, en fait. Donc, comme je me suis dit, autour de 14-15 ans, on est généralement en classe de 4e, 3e. Donc, occasion pour moi de mettre quelques bulles d'informations en histoire pour participer à leur acquisition de connaissances en dehors des leçons reçues en classe. Voilà. Alors, on va faire une petite pause. Lettre à ma fille, j'ai un studio, donc vous l'avez compris, depuis 9 heures, monsieur Aubin-Toh pour nous parler de son ouvrage, un livre écrit pour apporter à l'adolescence en particulier des informations lui permettant de devenir adulte en toute sérénité et responsabilité. Comme je vous le dis, un livre qui s'adresse aux parents. Et quand je dis parents, pour être plus détaillant et plus regardant, je peux dire à tous les parents qui vivent actuellement en couple, un livre que vous pouvez commencer à lire à votre fille. Moi, ma fille n'a que 4 ans, mais je vous assure, après la lecture de cet ouvrage, j'essaie de faire l'exercice avec ma fille de 4 ans et je vous assure, le résultat est magique. Hier, ma fille me demandait justement à ce propos parce qu'on regardait la télévision et avant, quand il y avait des scènes de tuerie, je lui demandais de changer de scène ou d'aller dans sa chambre parce qu'il faut pas qu'elle voie. Mais hier, je l'ai laissé regarder. Par erreur, je savais pas qu'elle était là et quand on a fini, elle dit... dans quel pays on tue les gens comme ça à 4 ans? Et je me suis permis de lui expliquer pourquoi les gens s'entretuaient, dans quel pays les gens s'entretuaient et que ce n'est pas dans nos pays, justement pourquoi ce n'est pas dans nos pays. Je sais qu'elle n'aurait pas compris grand chose, mais pour moi-même ça a été un exercice assez difficile parce que quand on commence à expliquer certaines choses et qu'on sent qu'on explique une certaine chose à sa fille, on essaie de prendre la hauteur, on essaie soi-même à ce moment-là de se rendre compte de sa propre position et que cette position peut ne pas être la même que celle que partage votre fille. Et cet ouvrage est intéressant aussi pour les mères célibataires qui, bien sûr, se sont retrouvées, parfois pour certaines, c'est un choix, mais pour d'autres qui se sont retrouvées là par le biais du piège de la vie. Et donc cet ouvrage pour leur permettre d'avoir les mots qu'il faut afin donc de donner une autre voix, celle qu'elles veulent peut-être à leur enfant. Ce livre aussi, pour vous, amis auditeurs, amis auditrices, élèves, étudiants, ce livre pour vous permettre d'avoir ne serait-ce que des réponses autres que les réponses que vous avez peut-être eues jusqu'ici et qui certainement ne vous ont pas apporté tout ce que vous avez voulu comme réponse fiable. Alors ce livre,
Lettre à ma fille, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous recommande l'ouvrage et vous pouvez gagner l'ouvrage justement, ah oui, bien sûr, sur cette émission. À partir donc de l'heure de la pause, quand on va revenir, vous pouvez appeler le 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. Une fois maintenant qu'on a abordé tout le fond du livre, par la suite, on va aborder comment vous avez pu écrire ce livre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, donc, de la lecture dans notre pays? Vous en êtes quand même à votre, si on doit être rigoureux, 4e ouvrage en librairie. Et enfin, on va parler donc de votre premier roman, Oser, escroquer et devenir. À qui ai-je honneur? Répète-moi, s'il vous plaît, votre prénom. Mon nom, c'est Benette Fagnihu. Fagnihu? Oui, Fagnihu Benette. De net. Oui. Comme le net. Tout ce que tu peux dire. Voilà, c'est juste pour vous mettre en condition. Alors, je vais vous poser une question. Citez-moi juste 2 personnes qui ont, à part M. Aubin Toranou, contribué à cet ouvrage. Notamment préface ou postface ou... on les a cités. Hein. Il y a déjà Jean Pliat. Jean Pliat. Feu Jean. Oui. Et ensuite. Et ensuite Jérôme Carlos. Et ensuite Jérôme Carlos. Oui. Bon, essayez. Je vous ai aidé pour Jean Pliat. Essayez une 3e personne. Et non, je vous offre l'ouvrage quand même, mais essayez une 3e personne. Un scandale, vraiment. Il est recteur du grand séminaire d'où déjà? Excusez-moi, mes unités s'en vont finir. Bon, d'accord. Allez, Fayou de Net. Oui. Je vous offre l'ouvrage Lettre à ma fille. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi. Allez, non, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est M. Toranou. Ok, merci beaucoup, M. Toranou. Allez, ok. Bon, ben, donc, il est parti de Net à remporter. Vous aussi, 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 et 21 33 84 19 pour nous rejoindre ici et gagner vous aussi votre exemplaire. Et nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Bassari. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est Monique Divan-Edo. Monique, je suis en studio avec monsieur Toranou, auteur du livre Lettre à ma fille. Vous voulez lui poser des questions? Je n'ai pas une question à lui poser, seulement le féliciter. C'est vraiment un bon livre. À travers tout ce que vous avez dit, je vois que c'est un très bon livre et ça me plaît vraiment de le lire. Ça vous plaît de le lire? Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît, votre nom et prénom. C'est Divan-Edo, Monique. Divan-Edo Monique. Oui. Allez, Monique, question et vous répondez, vous avez l'ouvrage que je vous réserve. D'accord. Allez, donc question, citez-moi juste 3 sujets, 3 thèmes abordés par l'ouvrage. D'abord, l'ouvrage est en combien de parties? Monsieur Bassati, je n'ai pas eu le livre, donc je n'ai pas encore lu. D'accord, mais on l'a dit, c'est en 2 parties, une première partie et une deuxième partie. Allez, donnez-moi maintenant 3 thèmes. 3, c'est pas beaucoup. Oui. Hein. Oui. Il a eu à parler à sa fille, à s'adresser à sa fille, oui. Quelque part en lui disant, en lui parlant, en abordant le sujet concernant le foyer, ce foyer qu'elle aura plutôt à fonder. Le foyer, le mariage, d'accord. Le mariage, voilà. Premier sujet. Oui, c'est l'étude à l'extérieur. Non. Non, ça, je ne retiens pas ça. D'accord. Autre sujet. Oui, ce comportement dans la vie sociale. Ok, disons, ok, c'est assez large, mais je retiens, d'accord, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, position dans l'administration. Voilà. Et 3e sujet? Bon, je dirais peut-être... Ah, si c'est peut-être, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas peut-être, son éducation. L'éducation, il veut pas, par exemple, mettre en relation l'éducation de la vie béninoise par rapport à ce que l'on voit dans... ce qu'on remarque par rapport du coup.
Ah, son crédit est terminé. Bon, d'accord. En fait, là, sur ce troisième thème, vous avez essayé de faire de la gymnastique intellectuelle parce que pour son éducation, dans le livre, il lui dit, sur ce point, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'elle a déjà tout ce qu'il faut pour bien affronter la vie et tout, donc que lui sait qu'il lui a donné la meilleure éducation possible. Mais ce que vous voulez dire, c'est en fait la vision béninoise confrontée à une vision européenne des choses. Merci Monique, je vous offre l'ouvrage également, Lettre à ma fille pour vous. Allez, donc ça fait 2 ouvrages déjà de partie. Pour vous autres qui voulez l'ouvrage, c'est simple, faites comme Monique et Denette, vous appelez, et voilà, le téléphone ne finira pas de sonner. Bonjour. Bonjour. Oui, allô? Ici c'est monsieur Damenou Steno. Damenou. Oui, Steno, depuis Avrancourt. Steno depuis Avrancourt, allez. Steno, je t'écoute. Oui, j'aimerais gagner l'ouvrage. Bon, ben, discutez avec monsieur Toanou, posez-lui une question sur l'ouvrage. Une question? Oui. J'aimerais savoir. Oui. L'ouvrage, l'intention dans laquelle il a écrit l'ouvrage. D'accord, mais il a dit... ok, je lui laisse répondre. Merci pour la question. Oui. Bon, j'ai vu ma fille qui est en train de grandir et après avoir abordé l'adolescence et donc une fille pubère, et je me suis dit, j'ai vu déjà des cas par le passé dans ma famille, dans la rue, alors il faut que je fasse quelque chose. Oui. Et de cette intention est né l'ouvrage Lettre à ma fille, une intention qui naissait déjà le premier jour où je tenais ma fille entre mes mains. C'était le 9 mars 2001. Voilà. Et Lettre à ma fille, et ça, pour le dire, cela ne va engager que moi, mais je suis sûr de ce que je dis. En fait, le titre Lettre à ma fille existe à travers le monde. Beaucoup de personnes ont écrit Lettre à ma fille, mais c'est la toute première fois qu'un auteur béninois fait une lettre à sa fille. Et je dis, personnellement, c'est assez osé. Parce que avoir ce regard-là pour écrire un ouvrage tel quel, cette manière d'écrire, cette façon d'aborder le sujet assez, comme j'aime à le dire sur cette émission, c'est assez waouh, quoi. C'est assez bien fait. C'est assez beau parce que ce faisant, on aurait pu écrire l'ouvrage, en imaginant une histoire pour parler à des filles. On aurait pu écrire cet ouvrage en imaginant, par exemple, un essai. On aurait pu écrire cet ouvrage en se disant, bon, j'ai des choses à dire, mais est-ce qu'il faudrait pas me cacher derrière une histoire imaginée? Mais vous avez voulu être ouvert, vous avez voulu être franc, vous avez voulu vous adresser à votre fille. Et l'ouverture de cœur de cet ouvrage, à travers cet ouvrage, fait que justement tous les pères, toutes les mères et toutes les filles peuvent se retrouver à travers l'ouvrage. C'est ça qui fait sa force surtout. Bonjour. Oui, bonjour. À Scandale, je suis et vous? Valentin Boussalon. Bonjour Valentin. Valentin. Oui, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, de Lokokokoumé. De Lokokokoumé, j'espère que j'ai bien prononcé. Allez, vous voulez gagner l'ouvrage? Oui. D'accord, oui, mais ça dépend. Hein. Posez une question à M. Toranou et... Si c'est pas une question que je lui avais posée, vous remportez l'ouvrage. Bon, d'abord, il y a une partie que vous avez abordée, et c'est parce que sa fille qui est à l'extérieur, c'est pourquoi il n'a pas donné sa position par rapport à l'esclavage. D'accord. Et la question que vous voulez poser, c'est quoi? C'est que par rapport à l'esclavage, tout le monde sait ce qui s'est passé. Bon. Voilà, il pouvait tout prendre sa position. Bon, d'accord. Pour lui, vous auriez pu prendre position par rapport à l'esclavage parce que de toutes les manières, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et pour ne pas vous gaspiller vos crédits, je coupe la ligne et puis je vous fais appel après. D'accord?
Ok, d'accord. Merci. Et pour lui, est-ce que, bon, pour lui, c'est peut-être, comme je l'ai dit, parce que votre fille est à l'extérieur, que vous n'avez pas voulu choquer. Non. En fait, avant que vous répondiez, il faut que je recadre assez bien la partie. Ce que je disais, c'est que sur ce plan, l'esclavage, les relations blanc-noir, c'est-à-dire la colonisation et autres, je disais qu'à ce niveau, vous n'avez pas voulu prendre large position. Et je rappelais et je vous posais la question, est-ce que c'est parce que justement votre fille est actuellement à l'extérieur et que vous n'avez pas voulu lui imposer une vision africaine de l'esclavage qu'elle devra forcément confronter avec la vision qu'elle a là-bas. Donc, il fait un petit mélange, mais j'aimerais donc restituer. Je disais, pourquoi vous n'avez pas pris position face à l'esclavage? Bon. Et enfin, face au sujet tels que l'esclavage, la colonisation, et les relations noir-blanc. Et vous avez répondu, mais il faudra encore lui répondre, puisque dans votre développement, vous avez essayé de montrer de toutes les manières aujourd'hui, et vous l'avez lu, j'ai lu un passage, aujourd'hui, l'Afrique est intégrée dans un grand ensemble, et parler de ces histoires-là, forcément, ça ne nous amène pratiquement nulle part. Je vous laisse répondre et je retrouve le passage. C'est notre passé, ça s'impose à nous, voilà. Et il faut qu'on l'assume en agissant aujourd'hui pour changer le visage de l'Afrique. Oui. Et je ne voudrais pas qu'on traîne en donnant des positions tranchées sur ce passage de notre histoire qui est indélébile, on ne peut rien. Mais je n'ai pas manqué de prendre des positions, même subtiles, pour éviter d'heurter certaines susceptibilités. En réalité, je vais vous raconter une petite histoire. Après la publication de cet ouvrage, j'ai rencontré une grande personnalité du système des Nations Unies qui était à première vue intéressé par l'ouvrage et qui aurait pu, par exemple, soutenir l'édition de cet ouvrage. Mais dès que cette personnalité a lu la partie grand 2 du livre, puisque ce n'est pas de sa poche que cette personne devait sortir les sous pour soutenir, elle a dit, dans mon système, le système des Nations Unies, tel qu'on a abordé, le grand 2 là, où on parle de la face au niveau du système des Nations Unies, du monde, comment le monde est gouverné, les relations entre États, comment il y a des pays privilégiés, comment il y a à un moment donné 2 pôles, après c'est un pôle, tout ça. Tel que c'est abordé, cette personnalité a trouvé que son système ne mettra pas un rond dans un projet où on parle du système des Nations Unies avec un œil de personnes éclairées, objectif. Voilà. Donc, c'est pour dire que mon effort même de ne pas arrêter les susceptibilités n'a pas été atteint. Voilà. Mon objectif plutôt n'a pas été atteint. Exactement. Voilà. Et surtout, vous dites, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que, disons, l'ouvrage suit, si on peut le dire, le développement normalement d'une personne qui veut dire qu'on parle de l'enfance, on parle de l'adolescence, on parle donc des travers à éviter. Et maintenant, on parle des grands sujets, donc de développement. Et vous donnez l'exemple de la Chine. Et vous dites, pour ma part, retiens ma chérie, que pour développer l'Afrique, il faut partir des valeurs africaines. Il faut prendre ancrage dans la culture et sous la lumière des progrès scientifiques, apporter des solutions locales aux problèmes des Africains. Pour se permettre le progrès, il faut passer par la recherche qu'on peut qualifier d'empirique puis scientifique, prenant sa source dans la culture africaine.
en cette matière, les initiatives comme celle des Béninois, vous avez cité donc certains Béninois à qui je voudrais pas faire de publicité puisque c'est à vous que c'est de vous que je parle ici. Donc vous avez dit des initiatives de Béninois sont saluées. Ils ont mis au point des molécules pour soigner des maladies, ainsi de suite. Et vous dites des moyens que des Africains pris isolément ne peuvent mobiliser. À titre d'exemple, j'ai assisté en France en 2003 à un débat intriguant. Alors que j'effectue un séjour dans ce pays admis comme pays riche, j'ai eu l'honneur d'être reçu dans des antennes même de l'Institut Pasteur. J'étais dans les services du professeur-chercheur Luc Montagnier, celui qui a découvert le virus du sida. À cette occasion, j'ai assisté à un débat qui faisait rage. En effet, le scientifique Montagnier venait de voir un de ses projets de recherche rejeté par les autorités françaises. Celles-ci n'étaient pas prêtes à financer la dite étude. Donc, en fait, vous montrez dans une certaine mesure. Ce qui est intéressant, j'aimerais dire à Steno, c'est que le livre aborde plusieurs sujets qu'on pourrait évoquer avec sa fille et plusieurs sujets que malheureusement peut-être beaucoup de parents n'abordent pas avec leur fille et qui, il faut le dire, je suis journaliste, j'ai travaillé longtemps dans la presse, mais la presse n'éduque pas. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Toute vérité n'est pas démocratique. La vérité elle-même n'est pas démocratique. Quand donc la presse n'éduque pas. Et justement, quand on ne parle pas de certains sujets avec ses enfants pour confronter leurs idées, leur intellect, leur intelligence, forcément, ces enfants ont leur propre idée que ces enfants confrontent avec les idées que la presse véhicule. Or, la presse ne véhicule qu'un point de vue, une certaine parcimonie. Justement, on a 30 minutes pour informer de tout le monde entier. On ne peut que dire l'essentiel. Et c'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage. C'est pourquoi je dis ce livre peut être lu en famille. Et sur ces sujets-là, justement, le père, la mère, la fille peuvent discuter et confronter leurs idées, confronter l'idée de l'auteur avec les idées qu'il faut, pourquoi pas, et ouvrir des débats assez enrichissants pour toute la famille. Assez instructif sur toute la famille. C'est ce qui est intéressant dans cet ouvrage. C'est pourquoi le point de vue de l'auteur me plaît, moi, particulièrement. Bonjour. Bonjour. Oui, allô? Allô? Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Je suis très heureux de savoir que beaucoup de femmes m'appellent. Je leur offrirai cet ouvrage. À qui est-ce l'honneur? Denise. Eunice. Ah, Eunice. Oui. Ah, Eunice, ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Vous voulez l'ouvrage? Oui. C'est catégorique. Hein? Je suis en studio avec Monsieur Torano. Question pour lui. Oui, je voudrais lui demander combien vend le livre et où est-ce qu'on peut trouver. D'accord. Là, je demande l'autorisation. Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Bon, le livre, c'est dans toutes les librairies à 3 000 francs. Le prix fixé par les librairies, justement. Oui. Et ça va être l'un des... Bon, donc, Eunice. Oui. 3 000 francs dans toutes les librairies. Ok, merci. Merci. Vous voulez pas le gagner? Oui. D'accord. On joue? Oui. Quelle question vous voulez que je vous pose? Par exemple, demander les thèmes que le monsieur a eu à développer. D'accord. Allez, parlez-moi. Il a abordé dans son ouvrage le thème, par exemple, disons, les travers de notre société, notamment envers les femmes, les filles. Dites-moi comment il a abordé le sujet. Je sais que c'est une question qui va vous paraître assez difficile, mais allez-y, je vais vous aider en cours de route. D'après le résumé que vous avez fait ce matin, oui. Bon, il a donné un exemple vécu de lui-même. Oui. Par rapport à la directrice qu'il a. Allez, Eunice, votre téléphone il crache. Vous prenez une bonne position. Allô? Allô? Oui, Eunice, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis à court d'unité. Oh là là. Eunice, si vous n'arrivez pas à rappeler jusqu'à la fin de l'émission, je verrai ce que je vais faire. Rappelez-moi. Ok, merci. Merci. Bonjour. Allô? Oui, bonjour.
Ibrahim, essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Ça va, Ibrahim? Ça va super, oui. Vous avez écouté, vous êtes un inconditionnel de Kilosa. Vous avez écouté l'ouvrage, enfin, vous nous avez écouté sur l'ouvrage. Vous voulez gagner l'ouvrage. Oui. Bon, chez vous, sachant que vous faites une série littéraire, sachant que vous allez au bac, je vous colle. D'abord, je dis bonjour à monsieur Aubin Tawanou. Merci, bonjour. Allez, Ibrahim, je vous offre lettre à ma fille si vous répondez à 2 questions. Qui a préfacé l'ouvrage? Le livre a été préfacé par le doyen Jérôme Carlos. En fait, doyen Carlos a postfacé. Ça a été préfacé plutôt par celui dont on a parlé et qui dirige le séminaire, le grand séminaire, le... Oui? Voilà. Tchambedi. Voilà. J'ai du mal à retenir le nom. Allez. Raymond Bernard Goudjo, qui a d'ailleurs préfacé cet ouvrage le 8 mars de cette année, à l'occasion de la journée donc internationale de la femme. Voilà. Alors, dites-moi, l'ouvrage sur le plan, disons, relation père-fille, parlez-moi de l'ouvrage sur le plan relation père-fille. Là, je vous ouvre un boulevard, hein, c'est vous qui dites ce que vous avez envie de dire, pourvu que ce soit vrai. Je crois bien, en tant que père, oui. Le père est en train de mettre en garde en quelque sorte les responsabilités auxquelles... Si vous dites mettre en garde, c'est comme s'il y a déjà un point de vue arrêté, une certaine abstraction par rapport à des sujets arrêtés. Il ne met pas en garde. En fait, il lui montre tout ce qui est possible d'affronter et maintenant il lui donne des pistes. Des pistes à suivre en quelque sorte. Oui. Ibrahim, oui. Vous revenez. Avec vous, je suis plus dur. Oui. She's crazy like a fool. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. C'est monsieur Dameno Steno qui revient. Steno est revenu. Ouais. Steno veut gagner à tout prix. Vraiment. Vraiment. Comment? Ça me tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Ça se vend en combien? À 3 000 francs. À 3 000 francs. Donc vous avez retenu le prix? Ah oui, oui. D'accord. L'ouvrage est scindé en combien de parties? 2 parties. En 2 parties. Dans la première partie, on aborde quoi? Les relations entre parents et enfants. Et dans la deuxième partie? Je pense que ça parlait de la relation entre blanc et noir. Entre autres. Bon, c'est vrai que j'ai mal fait d'aborder cette question. En fait, ça parlait en fait, la deuxième partie parle des plans intellectuels, moraux. Ça quitte l'aspect, si tu veux, relation familiale, relation sociétale, pour aborder les idées, pour aborder les grands thèmes de développement, en fait, la deuxième partie. Allez, Steno, j'ai été assez, assez vache avec vous. Je vous offre l'ouvrage. Merci. Mais non, c'est à monsieur Tawanou que vous allez dire merci. Ok, merci à monsieur Tawanou. D'accord. Ok, comment tu es en possession de ça? À partir de tout à l'heure, vous pouvez venir à la guérite de la radio. Avec... Dans la semaine. Voilà, d'accord. Avec une pièce d'identité. Oui. Et vous récupérez l'ouvrage. Okay. Vous nous faites une décharge et vous récupérez l'ouvrage. Et je vais vous appeler sur quel numéro pour pouvoir? Non, vous venez à la radio. Ok. Vous voulez quand même pas que je donne mon numéro à l'antenne? Okay. En fait, il y a un monsieur au niveau de la guérite de la radio. Lui vous remet votre ouvrage et vous lui faites une décharge et le tour est joué. Ok. Voilà, donc justement, nous allons aborder l'un des aspects qui me tiennent à cœur, les aspects qui me tiennent à cœur, en parlant donc de l'édition. Dans votre ouvrage Lettre à ma fille, justement, à un niveau donné, votre fille vous demandait des ouvrages d'auteurs africains, d'auteurs béninois,
avec comme exigence qui parlent dans leur ouvrage, qui mettent en valeur la culture béninoise. Est-ce que ça existe? Bon, c'est mon idée dessus, mais comment vous y êtes, vous en êtes, vous sortis? Oui, avec il y a des romans, oui, qui prennent comme source d'inspiration, oui, des réalités de chez nous, typiquement, voilà, des réalités typiquement béninoises, notamment la culture béninoise. Oui. Et je ne vais pas citer des auteurs, mais pas leur ouvrage. Si vous pouvez, on va citer des auteurs, mais on ne citera pas leur ouvrage. En fait, je dis ça parce que je me dis, à part certains ouvrages qu'elle aurait certainement déjà dû lire, difficilement, actuellement, la littérature béninoise, ça n'engage que moi, bien sûr, ce que je dis. La littérature béninoise, elle ne prend pas, les livres qui sortent actuellement ne prennent pas racine sur nos cultures. On veut forcément coller à l'actualité. À l'actualité, exactement. Exactement. Alors je m'étais dit, vous avez dû avoir beaucoup de peine, de mal à répondre à cette exigence. Exactement. À part, bien sûr, bon, on dira que je lui fais une fleur parce que c'est un ami. À part Florent Kwaouzoti, qui justement essaie de coller les deux. Même ses fictions et ses séries policières prennent naissance et prennent racine aussi ici. Donc, et vous, en tant qu'écrivain, comment vous vivez donc, disons, l'environnement littéraire et culturel béninois, qui est assez dur? Et vous avez bien fait de dire 3000 francs, le prix imposé en librairie. Et ça veut tout dire pour ceux qui connaissent le monde de l'édition et le monde de la librairie. Parce que c'est difficile aujourd'hui de faire sortir un livre. C'est très dur parce que d'abord, on n'a pas des éditeurs qui assume l'entièreté des éditions. Vous publiez à compte d'auteur. D'auteur, oui. Et vous gérez directement avec les librairies, avec les caprices. Bon, c'est difficile l'environnement. Bon, maintenant, si c'est une passion, vous y consacrez, tout en évitant d'en faire une activité de première exigence. Exigence, oui. Et pour beaucoup d'autres certainement qui voudraient que vous disiez un mot à ce propos, pour éditer un ouvrage Lettre à ma fille qui fait quand même environ 150 pages, il faut de gros moyens. Oui, il faut de gros moyens. Et les sponsors ne se bousculent généralement pas dans à un la pays où, bon, de tout temps, ce n'était pas évident de voir des sponsors béninois en train de mettre de l'argent dans la culture. Maintenant, pour ce qui concerne la période que nous traversons actuellement avec cette morosité économique, il y a comme une rétraction. Les opérateurs économiques ou bien ceux qui peuvent soutenir ce genre d'initiative n'ont pas ne le font pas aujourd'hui. Ils réduisent complètement les charges parce que la période est difficile à tenir. Mais surtout parce que le Béninois n'a pas la culture du livre. C'est effarant en fait. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de générations, je dis vous, enfin, chers amis auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez pas savoir le nombre de générations et le nombre de destins que ce livre peut aider donc à changer. Quel que soit le milliard que vous mettrez à aider les gens individuellement, vous ne réussirez jamais à atteindre le nombre de personnes que ce livre pourra atteindre. Pourtant, malgré la thématique abordée là, malgré l'utilité pour la société que nous constituons, l'utilité de cet ouvrage pour la société que nous constituons, et je vais peut-être vous surprendre en disant que pour la dernière fois, je me suis amusé à compter le nombre de personnes et de structures et sollicitées dans le cadre du soutien à cette édition. J'en ai dénombré une centaine. Et je ne vous surprends pas en disant qu'aucune d'entre elles. Pourtant,
Aubin Toanou, dans son carré d'adresse, n'a pas des noms de personnes qui ne peuvent pas décider voilà, ou qui ne peuvent pas sortir le chéquier. Donc, c'est pour vous dire que... Et je reconnais que même moi, j'ai pistonné jusqu'au bout pour que justement des sponsors puissent... mais c'est dans la mentalité des gens, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression. Et toujours ça, après on se dit... Enfin, bon, là ça va être peut-être trivial ce que je vais dire. Mais après on se dira, bon ben c'est les Blancs qui éditent tout et n'importe quoi. Mais justement, parce que tout et n'importe quoi, pourvu que ce soit un livre, ça a toujours son importance. Et on a l'impression que il faut toujours que les livres qu'on achète, ce soit écrit par des Blancs. C'est une question de mentalité rétrograde. Excusez le mot, c'est une stupidité parce que quand celui qui écrit que vous lisez est proche de vous, vous y retrouvez vos réalités et vous en tirez plus que quand vous lisez la fiction. En fait, c'est une fuite de responsabilité. En se disant de toutes les manières, ce qu'il a écrit, c'est bien beau, mais ça ne peut pas se passer chez moi. Et donc, c'est une excuse, on ne fait rien. Et bizarrement, vous avez constaté que quand vous faites le point, quand vous écrivez, vous éditez un livre au Bénin, et la proportion de personnes étrangères, c'est-à-dire même les expatriés qui l'achètent, dépasse le nombre de vous avez constaté que c'est pendant les périodes face de tourisme que les livres coulent plus. Cet indicateur montre que c'est plus les étrangers qui achètent les livres au Bénin. Voilà. 30 minutes après 10 heures, on va devoir se quitter, mais j'ai encore un ouvrage ici. Je vais voir 2 personnes sonnent à la fois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes 2 en ligne. Je vous prends tous les 2. On verra qui va remporter. Bonjour de l'autre côté. Oui, bonjour. Vous, c'est qui? C'est Descartes. Descartes. Et l'autre, c'est qui? Allô? Moi, c'est Descartes. Oui, Descartes, d'accord. Et vous, c'est qui, madame ou monsieur? Allô? Oui, vous, c'est... Ah, c'est une dame. Vous, c'est qui? Allô? Allô? Oui, moi, je suis là. Descartes est là. Allô? Ah, c'est Awaou. Bon, Awaou contre Descartes. Allez, on y va. Je vous pose une question et vous me répondez. Le nom du premier roman de Monsieur Toanou. Enfin, le titre, excusez-moi, le titre. Awaou, je vous écoute. Allô? Le titre du premier roman de Monsieur Toanou. Bon ben, votre cadeau sera au vol aussi. Et on ira du côté de Descartes. Descartes? Je crois que c'est quelque chose déjà très escroquerie. Vous êtes sur la voie. Donc, Awaou, samedi prochain peut-être pour vous. Merci. Allez, Descartes, je suis avec vous. Donc, Descartes, escroquerie quelque chose. En fait, c'est oser escroquer et devenir. Oui, oser escroquer et devenir. Allez, dites-moi le titre de l'ouvrage dont on a parlé aujourd'hui. Lettre à ma fille. Lettre à ma fille. Et la lettre est écrite à la fille à quel âge? La fille a 14 ans. Le livre a commencé à être écrit à partir de quand? Depuis que la fille avait... L'enfant est né. Depuis que l'enfant est né. Allez, Descartes. Merci beaucoup. Merci à toi, Descartes. Allez, ouvre. J'avais déjà une liste avec vous avant. Oui, il est toujours là. D'accord, merci. Merci. Allez, un dernier mot sur votre premier ouvrage, Oser escroquer et devenir. Parlez-nous en 2 minutes au plus. Oui, c'est une histoire que j'ai racontée dans le style roman, qui est tiré d'un fait réel. D'accord. Oui, c'est quand on était encore au collège, un jeune, on était dans le mouvement à l'église, un jeune qui est aujourd'hui prêtre de l'église catholique romaine. À l'époque, donc, a été approché par un autre jeune pour qui a pris, qui s'est appuyé sur
la sensibilité religieuse de ce jeune ami pour l'obliger à être sensible à sa situation précaire. Et à commencer par l'escroquer, à inventer plein de choses. Sa maman qui est décédée, sa maman vit toujours. Et pour lui prendre de l'argent. Et bref, au bout du rouleau, il s'est retrouvé en plus. Il voulait vendre même la moto de notre ami qui est devenu prêtre aujourd'hui. Donc, la situation a été découverte. Il a même fait la prison. Mais au bout du rouleau, il a eu son bac. Il allait la 5e fois au bac cette année-là où il escroquait. Donc, il a eu son bac avec mention. Il a eu une bourse. Il est allé faire une étude doctorale. Et bon, voilà. Donc, c'est depuis là-bas qu'il a envoyé une lettre. Et c'est par cette lettre que le roman a commencé. A fini. A fini. Ah, d'accord. Donc, en fait, un roman qui commence mal, mais qui a un happy end. Voilà. Ok. Ben, j'avoue, personnellement, je l'ai pas lu. Mais, chers amis auditeurs, je vous promets, je le lirai et on en parlera sur Kilosa. Merci à toutes et à tous d'avoir été en notre compagnie. Je dis merci à monsieur Toanou qui est venu dans ce studio nous parler de son ouvrage Lettre à ma fille. On a parlé aussi, on a évoqué le roman Oser escroquer devenir son tout premier ouvrage. Lisez aussi Quand la médecine tue impunément. On aura certainement l'occasion de parler aussi de cet ouvrage, un témoignage en fait écrit par monsieur Toanou. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Kilosa. Rendez-vous littéraire de ce samedi. C'est bien 18 juillet 2015. C'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. On se retrouve samedi prochain avec le même plaisir. Merci, monsieur Aubin. Merci. Allez. Asanda. Ok. À tantôt. À plus. À bientôt. Oui.